Du jeu infini, et tant qu'on n'est pas devant le juge, il n'y en a rien à foutre, on continue d'avancer. Et là, un peu avant que ça émerge, j'avais décidé d'investir sur l'intelligence artificielle parce qu'en fait, c'était une extension du bon sens. Du coup, le véhicule aujourd'hui, c'est 22. Et le produit de ce véhicule, c'est de l'intelligence artificielle. En fait, je me rends compte que au bon endroit, au bon moment, avec la bonne planche de surf. Salut William. Salut Naufal. Ravi de te recevoir aujourd'hui. Merci, c'est gentil. Débarquer de l'avion là, ça y est. Ben ouais, je vois ça, en direct de Dubaï. Tu sens, c'est ça? Non, je sens pas du tout. Mais toi, ça va, pas trop fatigué? Si, un peu fatigué, dormi 3 heures dans l'avion, avec des enfants qui criaient partout parce que tu sais, c'est les vacances. Bah ouais. Donc du coup, un peu fatigué, mais la patate en face de toi. C'est l'avantage avec toi. Une énergie tout le temps débordante. C'est vrai. Ouais, ça c'est un vrai kiff. Dans les bons moments aussi. Ouais, c'est important. Après, je vais me reposer tranquillou ce soir. Je pense qu'on va tomber tôt. M'étonnerait pas. Ouais. En tout cas, ravi de te recevoir. Pareil. Un néologisme aujourd'hui. Le principe de néologisme, c'est d'échanger autour de l'entrepreneuriat, leadership et technologie. Tu rassembles les trois, donc pour moi, c'est super gentil. facile et c'est top. Et néologisme, en fait, ça veut dire nouveau concept, nouveau mot. Ok. Et en fait, je trouve que chaque entrepreneur a un truc à apporter en termes de nouveaux concepts. Donc, je voudrais qu'on échange autour de tout ça. Oui. Si on me demande de te résumer, je dirais audace et autodidacte. C'est vrai, c'est gentil. Ouais. Mais pour de vrai, ce que je voudrais, c'est que tu nous dises un petit peu plus de toi. William Eldin, j'ai 38 ans, un magnifique enfant de 8 ans. Une femme que j'ai rencontrée au collège. Okay. Donc hyper important d'être équilibré émotionnellement à côté. Parce que dans ma vie professionnelle, c'est plutôt les montagnes russes. C'est de la prise de risque. C'est du jeu infini, et tant qu'on n'est pas devant le juge, il n'y en a rien à foutre, on continue d'avancer. Et tout est possible. Donc du coup, on essaye de faire un maximum de choses avec toujours un objectif clair. Il faut, pour surfer une bonne vague, une bonne planche de surf. Et donc du coup, le véhicule aujourd'hui, c'est 22. Et le produit de ce véhicule, c'est de l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que je fais pas exprès, mais au tout début, en France, quand il y avait la polémique sur les radars, etc., je m'étais mis dans l'avertisseur de radar, Coyote, etc. Et là, un peu avant que ça émerge, j'avais décidé d'investir sur l'intelligence artificielle parce qu'en fait, c'était une extension du bon sens. Trop de cons partout. Et du coup, cette couche d'intelligence qui va permettre de le vivre ensemble, eh ben, c'était un peu l'IA. Enfin, en tout cas, j'y pensais. Et du coup, j'ai investi beaucoup là-dessus. Donc aujourd'hui, 22 Group, c'est 70 personnes. On a dépassé les 5 millions d'ARR. Donc génial, on est content. C'est 8 ans déjà, Naufal. 8 ans. Ça passe vite, hein. Oh là là. Je vois nos cheveux qui grisent au fur et à mesure. Mais bon, bref. Donc 8 ans. Et en fait, une belle place sur le marché parce que sur la vision par ordinateur, qui est notre cœur d'expertise, donc c'est la capacité à analyser un flux vidéo en temps réel ou a posteriori. En France, on n'est pas des masses de boîtes, et dans le monde non plus. On connaît Briefcam, on en parlait avant, Ipsotech, et il n'y a pas non plus des masses d'énormes boîtes qui couvrent la planète entière. Ouais. Donc du coup, je suis content de notre véhicule, 22. On se déploie dans le gouvernement français. On se déploie beaucoup dans le transport et la logistique. Et on se déploie aussi pas mal en ce moment. C'est d'ailleurs notre plus grosse croissance dans le retail, où on promet d'augmenter le chiffre d'affaires par tout un tas de choses. On pourra en parler après. Et en fait, là, aujourd'hui, le marché s'ouvre. Le momentum de l'AI est là. La technologie devient de plus en plus accessible. Les GPU sont de moins en moins chers. La formation de l'être humain arrive grâce à ChatGPT et compagnie à un bon niveau en termes d'intelligence artificielle, parce qu'on va dire que ça nous a bien aidé, ce OpenAI qui sort un ChatGPT. Donc en fait, je me rends compte que au bon endroit, au bon moment, avec la bonne planche de surf. Et donc du coup, j'essaie de miser tout là-dessus et de mettre un maximum d'énergie sur cette planche de surf pour qu'elle aille le plus loin possible. C'est top en tout cas, vraiment génial. Comment t'expliques qu'en fait, on peut l'appeler IA Vision, on va dire, l'IA à travers les caméras, il n'y a pas beaucoup de players?
Parce que c'est peut-être une technologie un tout petit peu plus complexe que l'IA sur le texte, parce qu'il y a une modalité mathématique supplémentaire, c'est la 3D, c'est les compréhensions de scènes, donc c'est quand même des scènes complexes avec tout un tas d'enjeux, reconnaître les objets, traquer les objets, reconnaître l'interaction humain-objet, et ensuite trouver des cas d'usage dans un marché qui est possédé par la sécurité. Donc des cas d'usage marketing sous des caméras de sécurité. Donc ça fait un peu le mélange des genres. Ouais, voilà. Donc je pense que, et mathématiquement, et en termes de pénétration marché, on était les moins bien lotis. Alors que tu vois, un OpenAI, ChatGPT, tu vas dessus, tu lui demandes de te structurer un mail, il te le fait en 2 secondes, le ROI, il est immédiat. Alors que nous, il faut pénétrer quand même tous ces capteurs. Ouais, voilà. Après, je pense aussi qu'on a fait partie des tarés qui étaient, on va dire, early sur l'investissement. Donc, tu vois, en 2016-2017, quand on a commencé 22, enfin, on a mis des millions d'euros dessus, hein, et il n'y a pas beaucoup d'entreprises ou en tout cas d'entrepreneurs. Il fallait faire le pari. Hein. Ah bah ouais, il fallait mettre quelques barres quand même, tu vois. Donc du coup, c'est là où tu te dis, ok, donc on les a mis certainement un peu trop tôt, mais si on les avait pas mis trop tôt, on n'aurait pas cette position. Et on n'aurait pas eu toute cette expérience avec les clients d'époque, et derrière, on n'aurait pas eu non plus l'idée de faire cette plateforme et finalement de faire grandir le marché avec nous, tu vois. Donc en vrai, c'est peut-être la plus dure, mais j'espère, comme le cerveau a ses yeux et le cerveau fonctionne à 70% sur la vision, tu vois. Donc du coup, j'espère que plus tard, la vision par ordinateur sera une technologie majeure. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Ouais, c'est gentil. T'en fais pas mal aussi, toi. On en fait pas mal, ouais. On en fait pas mal. Ouais. C'est un long chemin. C'est pour ça que ce que tu dis, je sais que c'est pas forcément simple. En tout cas, félicitations pour le petit quart de chemin que tu as déjà fait. Je sais que tes ambitions sont plus grandes et on en reparlera après. Ouais. Question que tu parlais des use cases. Ouais. Donc là, vous faites à travers les caméras. Ouais. Comment tu fais pour traiter sécurité, transport et marketing? C'est-à-dire qu'avec un même algo, tu peux sortir des datas différentes? Ouais, c'est-à-dire que ça observe le monde, que ce soit le monde de la sécurité, le monde du marketing ou le monde du commerce. Finalement, un humain est un humain. Une interaction humain-produit ou humain-objet est une interaction. Donc que ce soit en fait un bagage abandonné qui, pour la sécurité dans une gare, est abandonné par son humain et il y a une alerte qui se déclenche, ou que ce soit un humain qui rentre dans un magasin et qui prend une combinaison de ski à 1000 €, ou que ce soit dans le transport, un humain qui rentre et qui prend une palette, en fait, on est scientifiquement sur les mêmes associations mathématiques. D'accord. Humain, objet, objet, humain. Après, ce qui fait la différence, c'est la couche logicielle qu'il y a au-dessus et la manière d'interpréter cette donnée. Et comment tu vas, l'interpréter, donc la paramétrer, parce que l'IA va regarder un humain, mais toi, en termes de logiciel, tu peux dire, OK, bon, ben, je veux que détecter cet humain dès qu'il rentre sur cette zone, mais uniquement les humains avec les pantalons rouges, et s'il reste sur cette zone, plus de 30 secondes. Donc ça, c'est la manière de faire le software autour. Pourquoi ? Parce que le vendeur dans le retail voulait vraiment choper le nombre de gens qui s'arrêtent devant les pantalons rouges avec des pantalons rouges. Enfin, c'est un exemple bidon. Oui, je vois ce que tu veux dire. Au moins, on met cette couche logicielle au-dessus, et c'est comme ça qu'on arrive finalement à envoyer à la sécurité, fais gaffe s'il y a un bagage abandonné, mais bon, il n'y a que ça qui te concerne. Qu'on arrive à envoyer au marketing qu'il y a 8 personnes qui sont rentrées avec un pantalon rouge, et qu'on arrive à envoyer au business, fais gaffe, parce que quand tu as une personne avec un pantalon rouge qui attend devant les pantalons rouges plus de 30 secondes, il va en acheter 2. Donc, va convertir. Et en fait, tu vois, tu redistribues la donnée brute interprétée par le métier, ou en tout cas interprétable par le métier. Mais en création de valeur, c'est énorme. C'est énorme. De toute façon, la vision, ce que je te disais juste avant, hein, pour moi, la vision, c'est l'électricité de l'information. Ah, je suis entièrement d'accord avec toi. Tu vois, toi. c'est vraiment ça. L'électricité transporte de l'intensité, la vision transporte de l'information. Et finalement, toute l'information qu'on est capable, nous, en fait, avec laquelle on est capable d'opérer et surtout d'évoluer, en fait, tu vois, là, on se parle, c'est ce qui nous permet de se comprendre, mais on se regarde, tu regardes mes lèvres, je regarde tes mains, on regarde à quel moment on est prêt, on regarde nos amis qui sont dans le studio. Donc, en gros, je trouve qu'on fait beaucoup de choses et on se positionne beaucoup par rapport à la vision. Donc, si tu arrives à imiter la puissance de la perception visuelle humaine, à la mettre dans les machines, vu qu'on est à un moment où on n'est pas plus intelligent d'année en année, nous, espèce humaine, cependant, tu as l'information qui est en train d'exploser. Ouais, de fou, ouais. Du coup, tu as les mêmes yeux et tu as le même cerveau. Donc, je suis sûr qu'il va y avoir des outils qui vont se mettre entre l'information et le bon persona, donc nous, et qui vont permettre de trier les infos et de nous apporter celles qui ont de la valeur. Parce qu'on ne peut pas tout manger.
Et donc, du coup, tu vois, c'est pour ça que je me suis lancé dans cette croisade qui est la vision par ordinateur, parce que je suis persuadé que ça sera un OS fort, puissant, à l'intérieur de tous les systèmes informatiques plus tard. Ouais, mais là, si tu es en train de me dire qu'en fait, des signaux, tu les transformes en data, la data, tu la transformes en valeur, bah, c'est juste exceptionnel. C'est ouf. Hein. Alors, comment c'est que c'est pas installé partout? Bah parce que ce que je te disais, c'est le temps de compréhension de l'espèce humaine est long. Ouais. 2, les réseaux pour pénétrer ces caméras sont très surveillés / protégés. La sécurité, la cyber, on ne sort pas c'est beaucoup par silo. Ouais. Et ouais, c'est par silo à mort. Et ensuite, je pense que le ROI de la technologie, jusqu'à il y a quelques années, n'était pas véridique parce qu'il y avait beaucoup de fausses alertes. Notre techno basée sur le deep learning, bon, c'était bien, mais il fallait réapprendre à chaque fois des nouveaux objets. Ça prenait des lustres, c'était chiant, c'était long, c'était cher. Puis je me rappelle, tu avais été super malin sur l'apprentissage. Oui, parce qu'on avait fait de la data de synthèse. Ouais, exactement. Ouais. Mais ça, c'est magique. Mais quand tu vois aujourd'hui les large models qui ont appris et scrappé le monde entier et qui sont capables de reconnaître le monde entier, bah, du coup, tu vois, tu peux plugger les deux technologies de deep et de large model. Et là, tu as une valeur, mais en fait, qui est vraiment qui est multipliée par 10 millions parce que ça reconnaît tout. Et tu es capable de tout faire. Ouais. Après, il faut bien s'organiser. Et le plus dur, dans l'étape d'après, c'est finalement trouver le ROI du client. Donc, c'est quoi ton problème? Ok, bah, je vais essayer de le résoudre. Regarde, comme ça et comme ça. Mais bon, et ça met du temps. Ouais, ça, c'est long, ça. Il faut rentrer sur les caméras, il faut trouver le bon persona, il faut trouver la bande passante du persona, il faut développer avec lui. On en parlait tout à l'heure, il faut même limite mettre des gens de ton équipe à côté de lui. Comme ça, on lui prouve nous-mêmes notre propre valeur qu'on peut lui apporter. Finalement, il faut tout un tas de choses. Et à la fin, il faut que ça marche. Tu le disais aussi. Il ne faut pas que ça déconne. Il faut que le ROI soit vraiment là à la fin. Il faut que les attentes y arrivent. Ouais. Ben voilà. Et donc, du coup, tout ça, ça prend vraiment beaucoup de temps. On n'est pas une solution. Tu vois, ma boîte d'avant, c'était Coyote, les avertisseurs de radar. Donc, c'était facile. Je te disais, tu vas éviter les radars. Tu achètes 200 € mon Coyote. Tu t'abonnes 12 € par mois. Et tu vas voir, roule. Au premier aller-retour, tu as du ROI. Et en fait, c'était du B2C. C'était hyper simple, tu vois. Là, avant de vendre à une boîte du CAC 40, il faut passer les achats, les compliance, les NDA, les ci, les ça. Déjà, tu as mis 5 mois à te mettre dans les clous. Et puis après, tu as Freezer. Ouais, après, c'est compliqué. Exactement, ouais. C'est chiant. Donc, du coup, un des objectifs de cette technologie-là est d'aller dans les endroits où ça rapporte vraiment beaucoup d'argent. Et la sécurité, on a toujours eu du mal, tu sais, dans nos milieux, et on en a beaucoup parlé depuis des années, Naoufal, de savoir où est le ROI quand tu détectes une personne qui rentre à un endroit qui n'a pas le droit. Et en fait, comme on a du mal à le mesurer, ce ROI, bah, on a préféré aller dans des endroits où vraiment, ok, aujourd'hui tu fais 1 de chiffre d'affaires, et si demain, nous, on te permet de faire 1,25, on peut gagner un pourcentage de ce 25. Et donc là, c'est factuel. Ouais, exactement. Parce que la sécurité, c'est très compliqué de calculer le ROI. Mais c'est vrai que dans d'autres markets où tu as un vrai pain point, où les gens sont capables de le payer, parce que ce n'est pas des économies, c'est de la création de valeur, comme tu dis. Ouais. On va t'augmenter ton chiffre d'affaires. Donc là, toi, les cibles, c'est vraiment retail. Ouais. Donc améliorer ce KYC, là, le Know Your Customer. Ouais. Quel autre... En fait, tu as un truc qui est factuel. Sur le business des retailers, tu as 20% en moyenne, et encore, ils n'y sont pas tous, à être fait online, et tu as 80% à être fait en magasin physique. Et les 20% de online, tu as des petites boîtes qui sont devenues très grosses, comme Content Square, comme même du Google Analytics, tu vois, qui sont là à regarder le comportement des clients sur les websites. Donc, pourquoi lui, il a cliqué là, et tiens, il abandonne quand il clique là, etc. Et en fait, tu vois, tu reportes juste leur manière d'analyser leur business et le comportement des clients sur 80% finalement de leur chiffre d'affaires, sur les milliers de magasins qu'ils possèdent. Et tu fais les mêmes pratiques. Taux de clic, taux de rebond, taux de conversion. Donc, taux de clic, c'est taux d'entrée dans le magasin. Tu vois, tu matches tout. Et en fait, tu te rends compte que tu peux apporter la même valeur. Et quand tu vois ce qu'ils facturent, ces logiciels-là, et quand tu vois qu'ils sont utilisés par tout le monde, tu te dis, mais attends, pourquoi nous, avec des vrais yeux électroniques type caméra dans tous les magasins, on ne pourrait pas apporter un pilotage comme ça? Et tu vois, tu fais tes essais sur les premiers, donc tu te prends une chaîne de 1000 magasins, tu demandes les 15 derniers de la classe et les 2 premiers, et quand tu te mets avec tes datas à analyser le nombre d'entrées et sorties, le temps d'interaction vendeur-client,
et que tu te rends compte que sur les 2 meilleurs magasins, il y a 1 minute 45 de moyenne d'interaction client, et que sur les 15 moins bien, il y a 30 secondes, et que tu dis sur les 15 moins bien, tiens, faites 1 minute 45, et que tu vois les chiffres d'affaires qui montent de 20%, tu dis, ah, ça peut être ça la clé. Donc, t'imagines si tu arrives à faire plus 20% sur 80% des magasins, bah, c'est une folie en fait. Tu parles de vraie création de valeur. Ce qui m'avait étonné quand je discutais avec des grandes chaînes de magasins, françaises ou internationales, comme tu l'as dit, dans le digital, chaque clic, il est espionné. Ouais. On sait tout de la personne qui va visiter un site, combien de temps il a passé, sur quelle page, combien de temps il reste, quel moment il part, et ainsi de suite. Et les gens, ils ont ce blocage dans la réalité en disant « Non, mais en fait, les caméras, on va espionner les gens ». Je dis, c'est pas une question d'espionner, c'est d'avoir le même niveau de connaissance. Et je me rappelle un centre commercial dans le Middle East avec qui j'avais parlé. Il m'a dit, non, nous, on connaît nos clients, on sait ce qu'ils achètent et ainsi de suite. Je lui ai juste posé une question, je lui ai dit, mais et ceux qui achètent pas, vous savez pourquoi ils achètent pas ou pas? Et là, d'un coup, tu les trouves, mais alors ils ont pas de réponse et ça sert aussi à ça, quoi. C'est comment on améliore ça. Du côté centres commerciaux, magasins, mais aussi du côté client, parce qu'avec des amis, on discutait d'IA. Non, mais on est surveillé par tout le monde, voilà, le nouvel ordre mondial et tout ce qui s'ensuit. Mais je dis, mais en fait, on améliore aussi toi, ton expérience client. Grave. Tu perds pas de temps, tu arrives tout de suite à ce que tu veux. C'est la différence, tu vois, un très bon restaurant et un fast-food, quoi. Exactement. En fait, t'as raison, c'est bien de prendre par ce prisme-là. Et vos clients qui partent sans avoir acheté, vous savez pourquoi? Et là, tu remontes et tu vois que finalement, ils ont attendu un vendeur pendant 3 minutes devant leur tapis de course à 1000 boules, mais que ça les a saoulés. En sortant, ils l'ont acheté sur Amazon. Ah tiens, c'est pour ça qu'il est parti. Et pourquoi lui, il est rentré dans la cabine d'essayage et en sortant, il est direct parti, il n'a rien acheté. Ah tiens, c'est parce que en fait, en rayon, il n'y avait pas sa taille. Mais il aurait bien acheté à sa taille. En fait, tout un tas de choses comme ça. Ouais, il y en a plein, ouais. Mais après, la vérité, Naoufal, c'est que les caméras, elles sont mystiques. On ne sait pas ce qui se passe derrière. Elles ont une gueule de caméra de sécurité depuis des années, tu vois. C'est des gros tubes bizarres. Faudrait leur ajouter un smiley, tu penses? Je sais pas. Tu vois, en vrai, souvent, je me pose la question. Imagine des petites boules vertes pour tout ce qui est analyse retail, des petites boules bleues pour tout ce qui est... Tu sais qu'il y avait un architecte il y a longtemps qui avait fait ça. Ouais, non, qui m'avait dit et pourquoi vous les faites pas plus jolies? Est-ce qu'on pourrait pas les rendre plus... C'est vrai. Mais ça marche dans la sécurité, en fait. Faut qu'il y ait le côté... Quand tu prends quelqu'un qui n'est pas de ce domaine-là, il regarde une caméra, il pense il y a quelqu'un derrière qui le regarde les yeux dans les yeux. Et habituellement, c'est les flics. Oui, exactement. Donc tu te dis, il est en train de voir. Sauf qu'en fait, il y a une stat qui était super intéressante. Tu as 99% des vidéos qui sont stockées, qui ne seront jamais vues de toute leur vie. Et moi, je vois la mine d'or non exploitée. Non, exactement. Après, je vais te donner la partie chiffrée de l'étude et je te l'enverrai avec grand plaisir. Tu as 1% de ces vidéos-là qui vont servir uniquement à des preuves. Tout le reste ne sert pas du tout à faire de l'actionable data. Perte estimée, rien qu'en 2025, 3,5 000 milliards de dollars de pertes de non-création de valeur. Ah, mais c'est sûr. Et encore, ça, c'est sur ce qu'on est capable d'imaginer. Exactement, Parce que tu imagines plus tard. Mais ouais, toi, tu crois pas, toi, à la caméra un peu... Jolie. Ouais. Regarde Netatmo et tout ça. T'as vu les cams qui sortent? C'est des petites boules. Ouais, mais pour le particulier. Ouais, mais c'est... Il y avait une expé qu'on avait fait sur un aéroport au Qatar, où ils avaient mis, tu sais, les petits robots un peu sympas, mais qui étaient truffés de caméras et ainsi de suite. Ils voulaient, tu vois, prendre de la data, détecter, tu vois, les cris, ainsi de suite. Et donc, ils étaient partis du principe, il me faut un équipement qui soit au milieu de la foule pour détecter au plus vite et faire toute la partie rocofaciale et ainsi de suite. Il était super sympa, donc c'est vrai qu'il attrayait du monde. Maintenant, tu dis d'un point de vue architectural, c'est compliqué de faire une caméra sympathique, quoi. Après, c'est vrai que nous, en IA, surtout quand on adresse le retail, on a l'impression en ce moment que les caméras de sécurité sont mises aux endroits pour la sécurité et nous, pour l'actionable data, justement, on doit les mettre ailleurs. Ouais. Et du coup, on est en train de se poser la question, justement, de savoir si on ne recrée pas un kit pour pouvoir déployer dans les magasins aux bons endroits, au bon moment et beaucoup plus rapidement, tu vois, sur des réseaux isolés, etc. Tu sais qu'il y a 15 ans, c'est ce qui se faisait. Je fournissais les caméras, tu vois, pour les magasins. Tu avais des boîtes de marketing. Nous, c'était pas l'IA à l'époque, c'était de la vidéo analytique, mais moins évoluée. Du montage et tout ça, quand même. Et je me rappelle, nous, on vendait ça, tu vois, genre 300, 400 euros. Et tu avais des boîtes de marketing qui venaient avec leur kit. Ils les vendaient 5, 6 000 euros. Sur le truc isolé, parce qu'effectivement, il y avait ce problématique de silo.
pour y arriver. Avec Coyote, on avait une trentaine de boutiques et j'avais acheté pour 500 balles par an par magasin une vulgaire petite caméra juste pour compter les entrées-sorties, tu vois, pour imaginer un taux de conversion. Et en fait, je me dis, mais c'était facile. Les gens, ils venaient, ils pluguaient le truc. C'était des caméras moins sécu. En fait, ça va plus vite, tu vois. Parce qu'on est toujours dans des problématiques pour aller sur l'entrepreneuriat de pénétration de marché. En fait, je suis persuadé, tu me le disais tout à l'heure, Will, pourquoi tu n'es pas partout ? Parce que c'est dur de pénétrer tout le monde. Et je pense, tu vois, qu'en vrai, notre solution, si tout le monde avait le bénéfice en tête, on serait partout. Mais il faut aller justement acculturer, etc. Et c'est beaucoup plus rapide. Même sur des très grosses chaînes de magasins. Quand tu arrives en end-to-end, quoi. Exactement. Tu t'occupes de tout, il s'occupe de rien. Ouais, exactement. Et tu fais ton truc. Et limite même, ce que tu me disais au café juste avant, tu mets des gens à toi autour, chez eux, qui onboardent la solution, qui la paramètrent les premiers mois et qui leur donnent la valeur, mais vraiment comme si c'était le plat qui est déjà cuisiné et réchauffé, tu vois. Et ensuite, petit à petit, tu te mets petit à petit dans leur process. Et ensuite, c'est autonome et tu retires tes gens que tu leur as vendus. Mais exactement, ouais. C'est un peu on va dire le play qu'on essaie de jouer en ce moment. Et l'autre biais, parce que quand tu discutes avec des gens qui sont pas de ce domaine-là, néophytes, ils ont été formés par la science-fiction. Ah, oui. Tu sais, le côté où... non mais attends, si tu mets des caméras et si tu mets de l'IA, dire que tu peux me suivre partout, tu peux tourner autour de moi, il y a des précoques dans un lac qui vont déterminer, deviner ce que je vais faire. Comment tu le vis ça quand tu rencontres des gens et le fantasme que ça crée autour ? Je pars, parce que avant de déconstruire l'image qu'a cette personne dans la tête, vas-y, arrache-toi, tu reviens dans 3 ans et puis on verra bien. Juste une question, on peut faire tout ce qui est fait dans les films ou pas ? Oui, à 200%. C'est vrai. Ouais, je peux même te mettre une petite tape derrière la tête si tu dis un mot de travers. Non, mais en vrai, tu peux tout faire, vu que maintenant on arrive à tout reconnaître. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les steaks d'aller chercher qui tu es, à quel endroit, où. Encore une fois, notre problématique dans ce marché, c'est pénétrer vite pour apporter de la valeur. Donc, il faut qu'il y ait un apport de valeur. Te reconnaître à Vélizy 2, il n'y a aucune valeur. C'est aucune valeur. C'est une masse entière. C'est comment fonctionne ce poumon Vélizy 2 en France, qui est le plus gros centre commercial. Mais te reconnaître, toi, William ou Naoufal, mais on s'en fout. Donc, en fait, fais ta life, à part la police si t'es fiché ou t'as fait quelque chose de dingue. Mais en fait, dans le commun des mortels, t'as déjà ta carte bleue, t'as déjà ton téléphone, t'as déjà tout ça. Donc t'as Instagram, t'as Facebook, ouais, voilà. À qui tu donnes énormément de data. C'est pour ça que je pars en courant. Quand j'entends ça en face de moi, c'est comme l'éthique. Tu sais, l'éthique, Naoufal, on a été... parmi les premières boîtes à faire un comité je me rappelle, éthique. Exact, parce qu'il n'y avait que des gens dans les laboratoires qui parlaient d'éthique biologique, etc. Et à chaque fois qu'on parlait d'éthique IA, il y avait son père. Et du coup, je me suis dit, vas-y, fais un comité et prends des gens qui s'y connaissent un peu et commence à parler éthique. Donc là, on fait 2-3 règles et tout ça. Et ça plaira à notre cher directeur marketing Thibaut. On est en train de regarder pour le tuer, le comité éthique, parce que la vérité, c'est que c'est devenu tellement inclusif de partout, éthique de partout, je sais pas quoi. En fait, il n'y a pas de fin. On perd du temps. Ouais, tu perds énormément de temps. Et quand tu éduques et que ça permet d'accélérer, c'est bien. Mais quand tu commences à trouver ta brèche, là où tu crées de la valeur, et que tous les autres à côté, tu te dis, en fait, vous me laissez dans le monde d'avant, j'ai envie d'aller dans le monde d'après et je vais aller tout manger. En fait, tu déconstruis les briques que tu as construites pour survivre parce que forcément, tu passes dans l'étape d'après au vu d'une maturation marché qui est avancée et au vu d'une valeur que tu apportes réellement pour tes clients finaux. Exact. Donc après, tu silotes, toi aussi, tu vas tout droit vers ces personas-là et le reste et toutes ces heures perdues à parler de loi, de RGPD, etc., c'est bien parce qu'on ne veut toujours pas faire de rocofacial, on ne veut toujours pas faire plein de choses. Mais la vérité, c'est arrêtons d'en parler, il y en a ras-le-bol en fait, on perd trop de temps. C'est pas la base. Pas la base. C'est la problématique des fois qu'on a en tant qu'entrepreneur. Un entrepreneur, lui, il crée une entreprise qui a un problème à la base. Ouais. Il y a un truc à solver. Et donc, on a vu ce problème-là, on s'est dit, tiens, on va tester une approche comme ça. Donc, en fait, on est toujours dans la continuité de vouloir régler des problèmes. Puis après, à un moment, on met de la rigueur. Il en faut. Oui, c'est vrai. Mais il en faut pas trop, c'est pas la base, la rigueur. Non. Parce qu'il y a une problématique où on dit, tiens, on va construire une fusée. Ouais. Puis après, on te dit, non, mais attends, la fusée, il faut qu'elle ait des roues. D'accord, je vais en mettre 2. Non, mets-en 4. Ouais, faut pas qu'elle aille trop vite, pas la verticalité, plus à l'horizontalité. Et là, tu regardes, tu dis, mais c'est une voiture, les gars. Moi, je voulais faire une fusée, donc on peut pas aller sur Mars. Ah, bah, t'es nul. Ouais, et donc là, c'est une vraie problématique pour un entrepreneur. Il faut des règles. C'est comme un peu les forces spéciales. Oula. Tu les envoies au départ. Ouais. Mais c'est pas la police nationale que tu envoies, c'est les forces spéciales parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre.
Une fois qu'ils ont fait le nettoyage et qu'ils ont fait la mission, bah là, c'est une durée plus longue. T'envoies à la police nationale. Et c'est vrai que quand on mélange les deux temps, c'est un peu compliqué. Toi, l'entrepreneur, tu dis c'est la force spéciale, quoi. Bah, au début, c'est l'amorçage. Donc, tu es en force spéciale. Tu peux pas t'alourdir de règles. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Centré client. Enfin, attention, dans les règles de l'art. Tu es centré client. Bien sûr. Bon, OK, process, ISO 27001 ou tout ce qu'on veut. Bon, on verra d'abord. On verra après. Déjà, on va manger. Et après, on va construire l'équipe, quoi. C'est vrai qu'on t'y accroche. Et en France, encore plus. Hein, tu vois, les lois, l'éthique, l'IA. Je sais pas si tu as vu, mais ces derniers temps, et on sort du sommet AI Action Summit. Je voulais te demander après. Mais vas-y, je t'en prie. C'est devenu une politique de la technologie, ou même pire, une technologie politique, l'intelligence artificielle. Et c'est dangereux, moi, je trouve, parce que des gens qui connaissent rien, qui ont des objectifs court terme, politiques, et qui se saisissent d'un sujet technologique, en fait, ne peuvent que le freiner. Ce que tu disais juste avant. Et tous ces sujets qui sont du bruit sont compliqués aujourd'hui d'entendre dans la tête et dans la bouche de ces gens-là parler de nos technologies. Tu as envie de leur dire, mais déjà, 1, c'est pas ça. 2, s'il te plaît, te saisis pas comme ça de cette technologie. Et 3, tu as vu là qu'en France, nous, tu sais que 22, aujourd'hui, en France, dans les lieux publics ou semi-publics, n'a pas le droit de vendre. Parce qu'il y a eu un AO et une loi sur les JO autour de la vision par ordinateur en temps réel dans les lieux publics. Et cet AO des JO a été gagné par des entreprises, pas nous. Et donc, du coup, aujourd'hui, le cadre réglementaire de la vision par ordinateur en temps réel dans les lieux publics et semi-publics, c'est ça. Donc, c'est 8 cas d'usage, donc intrusion, remontée de fil, enfin des trucs éclatés. Et c'est ensuite obligé de passer par le ministère de l'Intérieur, donc c'est lui qui contracte la commande. Et ensuite, tu es obligé de faire ça que dans des moments où il y a des événements sportifs. Donc, ça veut dire que nous, au pont de Saint-Nazaire, un petit projet, mais qui prend tout son sens, tu vas voir, où on sauve des vies, parce qu'il y avait des suicides tous les ans. Donc, on détecte les bagnoles qui s'arrêtent en haut du pont et les gens qui vont pour aller se foutre en l'air. Eh ben, je trouve que c'est noble de sauver des vies, tu vois. Eh ben, on a été interdit parce qu'on ne rentre pas dans l'expérimentation JO. Donc, tu as la préfecture qui a porté plainte contre le pont de Saint-Nazaire et ça va se jouer devant les tribunaux alors qu'on est une boîte française qui essayons de sauver des vies et c'est notre propre ministère de l'Intérieur pour qui on bosse. En plus de ça, de l'autre côté, qui porte plainte contre un de nos clients et qui lui demande immédiatement de retirer notre solution. Wow! Dans quel pays tu vois ça? Et quel message ça m'envoie? Mais c'est là où quand tu commences à perdre le bon sens. Mais ouais. Et c'est là où c'est bloquant. Je compare par rapport au Middle East. Tu vois, ici, tu as une techno. On a un problème. Ouais. Tu as un pain point, OK. C'est quoi que tu apportes en termes de solution? Tu apportes une solution, teste, fais. Mais on ne va pas la dire 100%. Fais 100%, on réglementera après. On voit ce que ça donne, tu vois, sur un circuit un peu fermé. Ça sauve le truc. OK, maintenant, on va étudier c'est quoi les dérives possibles ou pas. Mais au moins, on te laisse tester. C'est vrai que là, on ne peut pas d'un côté dire on veut de l'AI partout. Tu es un acteur quand même assez important de cet écosystème. Et puis de l'autre côté, tu parlais de vagues tout à l'heure. Ouais. En fait, ça veut dire qu'il n'y a pas de vagues en France. Il n'y a pas de vagues, mon gars. Donc, tu as une planche de surf. Mais Bryce the Nice, mon gars. Non, mais c'est vrai, j'attends la vague. Et au bout d'un moment, j'en ai ras-le-bol, tu vois. Donc, en vrai, on va aller ailleurs. C'est pour ça qu'on est aussi un peu là aujourd'hui, en Middle East et en particulier à Dubaï, parce que le marché pump, tu nous le dis assez souvent. Ouais. Et donc, du coup, c'est intéressant, pourquoi pas, d'imaginer construire. Donc, on aime bien pénétrer par un client. Donc, on vient aujourd'hui pour rencontrer potentiellement un gros client. Donc, on va voir si on arrive à structurer le truc. Super. Pareil, les US, parce que ça pump pas mal, tu vois. Donc, on rentre par des clients. Mais en fait, là, on cherche qu'une seule chose, c'est à avoir du chiffre d'affaires ailleurs qu'en France. Et même nous, développer notre entreprise ailleurs qu'en France. Parce que on aime la France, mais comme on vient d'en parler, il n'y a pas de marché, en fait. Il n'y a pas de vague. Il n'y a pas de vague. C'est vrai qu'on a des annonces qui sont vachement bien. Il y a des talents. Il y a des vrais talents en France. Ouais, je pense qu'il ne faut pas qu'on se satisfasse que de ça en disant la France, on a des talents. Et c'est notre problème. Mais ouais, parce qu'ils vont à l'étranger. Moi, j'ai fait plein de pays. Je te jure qu'arrivé dans les 2-3 dernières étapes, il y a toujours un Français. Ouais, c'est ouf. Et quand tu lui poses la question, mais je l'ai posé à une vingtaine. Ouais. Mais
Pourquoi tu n'es pas resté en France ? Parce que le terrain de jeu ici, on me donne les moyens. C'est pas qu'une question d'argent. Non. C'est une question de terrain de jeu. Et c'est vrai qu'à un moment, la France, il y a des belles pépites, il y a des entrepreneurs. Donnez-leur les moyens, laissez-les l'idée. Ouais. Parce que c'est comme ça qu'on arrive à créer de la valeur. J'ai vu dans un podcast une personne financière qui disait qu'en France, en fait, tu as 3 grosses étapes quand tu crées ta boîte, en tout cas ta start-up dans la tech. La première étape, c'est l'étape d'époque. Et là, tu vas en signer assez facilement. Tu vas vite monter à 500 000 balles, 1 million d'euros de POC. Parce que finalement, tout le monde est structuré pour faire du POC. Ensuite, tu vas avoir les POC qui se transforment en pilote. Et là, ça va être déjà beaucoup plus rarissime. Et souvent, tu vas vendre à des entreprises de moyenne taille, donc 100, 200, 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais donc, du coup, ça sera un vrai ROI, mais elles ne sont pas 50 millions, ces entreprises. Donc, tu vas vite réussir à monter à 2, 3, 4, 5 millions d'euros d'ARR. Et après, c'est le vide sidéral, parce que finalement, en France, tu as le CAC 40 qui est derrière. Et le CAC 40, avant qu'ils prennent de manière massive les solutions d'une start-up, il faut vraiment qu'elle soit à 10, 15, 20, 30 millions d'ARR minimum. Et aux États-Unis, tu as une quinzaine de couches. Et il est aussi, en fait, le burger, il est aussi haut en couche que large en marché. Et du coup, tu arrives très très vite à monter ta petite boîte à 10, 20, 30 millions d'ARR. Et c'est là où tu es quelqu'un dans la place mondiale. Parce que en dessous de 5, tu es nobody. Tu as une boîte qui pèse pas grand-chose et tu peux lever. 5 millions d'ARR, c'est déjà énorme. C'est pas ouf, hein, quand tu vois 5 millions sur les multiples d'aujourd'hui. Allez, 6 x 5, 30, 6 fois le multiple. Donc, tu arrives à des boîtes de 30 millions. Des boîtes de 30 millions. C'est descendu à 6 fois maintenant le multiple d'ARR. C'est ça, ouais. Mais 2021, il était à 20 fois, 15-20 fois, non ? Ouais, mais les temps sont durs, Naufal. Ah ouais, les temps sont durs. Ah non, mais nous, on est plutôt entre 8 et 10, tu vois, parce que techno de ouf et de ça, mais la moyenne des SaaS, t'es à 6. Hein. Et 6, 30 bars, tu veux lever quelque chose de décent, tu vas lever 10 bars pour faire quelque chose un peu... Ouais, donc là, tu t'es déjà dilué à 30%. Et en fait, au bout de 3 tours, t'es fini. Alors, comme tu parles d'élever, tu as une super expérience là-dedans. Déjà, tu as fait un exit. Et ça, alors, c'était une autre stat que j'ai appris, c'est 0,5% des entrepreneurs font des exits. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, c'est pas beaucoup. Mais c'est vraiment pas beaucoup. Hein. En fait, la plupart meurent avec leur boîte. Oh, c'est dur. Tu sais, leur bébé, le truc, je l'ai fait grandir et en fait... Et ils meurent après. Ils laissent mourir la boîte et eux, ils meurent avec. Quoi. Le process levée de fonds, parce que tu as une partie qui fait toujours super cool de lever des fonds. Ouais. Aujourd'hui, je suis un jeune entrepreneur. Oui. Tu as les différentes phases, pré-seed, seed, série A, B, C, D, et ainsi de suite. À quel moment tu lèves des fonds ? Et ça a été quoi ton parcours ? Parce qu'il y a tellement de fantasmes et de gens qui ont l'impression qu'il y a un truc qui est plus difficile qu'un autre. Je voudrais avoir ton retour là-dessus. En fait, il y a déjà une règle. Et en fait, il y en a plein qui la rabâchent, hein, donc je vais faire le mec qui la rabâche. Hein, mais il faut faire du chiffre d'affaires. En fait, c'est la force, c'est le chiffre d'affaires. Moi, je vois, ça va être drôle, mais je vois avec une boîte dans laquelle on faisait énormément de chiffre d'affaires qui était Coyote, et une boîte où on galère un peu plus à faire du chiffre d'affaires qui est 22. La valeur, les discussions, le temps que tu passes n'est pas du tout pareil. 22, je passe mon temps à justifier ma vision par de la micro-exécution pour essayer d'avoir la plus grosse valo possible pour me diluer le moins possible. Mais c'est un jeu d'équilibriste. Donc, du coup, tu es toujours en train de dire « Non, mais là, on a le POC avec lui, ça va scale sur ça, ça va en faire 2000, ça va... » Donc, on est toujours dans cette espèce de fuite en avant, mais réelle, hein, parce que chaque jour, on crame du cash. Donc, chaque jour que tu perds, tu crames du cash. Donc, voilà, tu as vendre une vision d'un côté et tu as vendre une boîte qui fait de l'oseille. Et vendre une boîte qui fait de l'oseille, honnêtement, tu n'as même pas besoin d'envoyer des mails pour lever des fonds ou quoi que ce soit. On t'en envoie. Les banquiers t'appellent et même les fonds d'investissement te proposent des services. C'est-à-dire, alors on peut te reluer si tu fais ça, tant que tu dégages de l'EBITDA et du résultat net. Donc, la base, c'est ça. Deuxièmement, ça dépend de ce qu'on veut, mais moi, j'ai toujours voulu avoir quelque chose d'exponentiel et d'infini en termes de capacité. Donc, quand j'ai créé 22, j'ai essayé de dire, voilà, la vision, c'est la vision. Et donc, du coup, j'espère faire l'OS de la vision en 2030. Et c'est maintenant qu'on va prendre. Donc, pour lever des fonds, ce qui déclenche la chose, c'est que tu as quelque chose
qui marche, c'est-à-dire un produit qui commence à marcher. Ou... En vrai, c'est quoi Naufal? Il n'y a pas de règle. C'est ça qui est difficile. Non, il n'y a pas de règle. Ouais. C'est pour ça que je te demande ton point de vue. Parce qu'il y a 100 millions de points de vue. Ouais, c'est ça. Et même moi, j'en ai 100 millions, en fait. Parce que tu vois, je suis en train de penser R&D, recherche fondamentale. Des mecs comme Mistral. Ils ont un modèle fondationnel. Donc, en gros, ils ont vu une techno très deep dans un gros laboratoire. Parce que ce gros laboratoire, c'était Google. Et du coup, ils assommaient de milliards cette techno-là parce qu'ils sentaient qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Et du coup, eux, ils ont vu. Ils ont appris les méthodes pour scraper le web. Ils ont appris les méthodes pour reproduire un algorithme fondamental. Donc, du coup... ils sont sortis de là, ils ont dit bonjour, je m'appelle Arthur Guillaume, etc. Et on a fait Centrale, Polytechnique, toutes les écoles qui vont bien. On vient de Google DeepMind, on a cette méthode, on sait la reproduire, on veut la faire open source, on va faire une boîte qui pèse 10 milliards dans 5 ans. Et eux ont raison d'y aller sur un PowerPoint. Parce qu'en fait, ils ont déjà tout prouvé avant. Ouais, exact. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, t'as ces gens-là, j'avoue que c'est le plus sexy. Parce que, en tout cas, moi, c'est ce qui m'attire le plus. Parce que posséder une technologie profonde et révolutionner le monde entier grâce à ta technologie profonde, la question du business model, enfin, ils trouveront, ou en tout cas, ils sont tellement armés aujourd'hui autour d'eux, ils trouveront forcément un moment un business model qui va partir. Mais ça vaut 5 milliards sur le papier déjà, tu vois. Donc, ils ont réussi à faire, eux, en 2 ans, ce que peut-être on ne réussira pas à faire toutes nos vies, tu vois. Oui, bien sûr. Ouais. Donc, je trouve que la base, c'est ça. Mais eux ont créé un algorithme et Arthur en parle dans pas mal de podcasts en ce moment. Le plus dur, c'est la couche logicielle au-dessus. Et toi, si tu penses avoir un logiciel qui se sert d'une techno et qui apporte une valeur, bah, tu vas avoir des fonds parce qu'en fait, vous pouvez être plusieurs à avoir cette idée. Mais toi, tu penses que tu es le meilleur pour exécuter. Donc, tu vas aller le dire à ces fonds d'investissement. Et eux, ils vont dire, OK, on va parier sur lui. Et en fait, c'est qu'une question d'essence dans le moteur. Tu vois, OK, donc lui, il parle bien anglais. Il a son oncle qui est à Chicago. Et lui, il est en France. Donc déjà, il a raison. Il peut distribuer là-bas et là-bas. Donc, si on lui met 10 bars sur la table, il va pouvoir structurer une équipe à Chicago et structurer une équipe ici. Donc, ça va faire du vent qui va dans le sens de ce marché-là. Et s'il n'est pas trop con, il va structurer, faire un peu de M&A, on l'aidera à ce moment-là, tu vois. Donc, on va dire, eux, ils parient sur toi, donc toi, tu dois tout faire pour leur dire, vous rentrez à cette valeur, vous allez voir, dans 5 ans, vous allez ressortir, ça fera x5, parce que j'ai 3 arguments. J'ai mon oncle qui est à Chicago et qui connaît tout le monde, j'ai cette techno, le marché, en tout cas, toutes les études de marché disent que cette techno, elle va se développer. Et en plus de ça, bah, vous voyez, la conjoncture mondiale, moi, j'apporte de la valeur dans ce truc-là. Donc, tu vois, tu as certains items qui doivent te dire, j'y vais. Après, moi, ce que j'aime là-dedans, c'est... En fait, ce que j'aime pas surtout, c'est la frustration que ça te crée d'aller expliquer à tous ces banquiers ta vision et ta manière d'exécuter sur un marché où ils ont beaucoup de comparables. Il n'y a rien à dire, ils connaissent beaucoup de choses. Mais les plus grosses boîtes se sont faites avec le cœur. Et le cœur est difficile à cerner, tu vois. Et donc, du coup, après, il ne faut pas non plus donner tout l'argent à ceux qui parlent qu'avec le cœur, parce que tu as... Non, bien sûr, oui. Des zadistes, tu vois. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu as des gens qui sont un peu à côté de la plaque aussi. Donc, c'est un mix pas possible. Et moi, je l'ai déclenché, ce mix, quand j'avais plus de cash, perso, à mettre dans la société. Mais surtout quand on avait un... J'ai pas envie de dire le product market fit, tu vois. J'ai envie de dire plutôt que quand notre produit commençait à apporter de la valeur sur une des verticales que j'avais imaginées. Et je m'étais dit, OK, bah, de toute façon, ça va continuer en chaîne. Et donc, vous voyez, c'est ça le move qui va se passer sur le marché. Alors, pour l'instant, on a raison, mais on pensait que ça mettrait 3 ans alors que ça fait 10 ans. Ouais, c'est toujours après le rapport temps-investissement. Mais du coup, c'est ce qui nous bouffe dans nos tables de capitalisation. Ouais, mais c'est le dilemme de l'entrepreneur. C'est ça. C'est quand le bon moment. Et on se dilue quoi? On se dilue à chaque fois de 20-30%. À chaque levée de fonds. Franchement. Ouais, mais tout le monde sait ça, tu vois, entre 20 et 30%. Ouais. Mais du coup, ça veut dire que tu as le droit à 3, 4, 5 tours. Donc, c'est quoi il faut se reluer si tu y crois fortement. Ouais. Et puis, il faut faire attention à tous ces gens au board qui rentrent et qui croient savoir mieux que toi. Ouais. Et qui veulent potentiellement, de temps en temps, t'évincer. Et donc, du coup, en fait, c'est un mix. C'est pas un long fleuve tranquille. Ah non. Là où je te rejoins sur le paramètre, il y a un ami à moi, un grand homme,
spécialisé en M&A, un des plus brillants de France. Il m'a dit, il y a 3 choses. Les jeunes entrepreneurs, enfin ceux qui commencent, ont du mal. Il faut la connaissance marché. Ouais. Est-ce que tu connais bien ton marché? Les hommes qui vont constituer. Et le dernier point qui est le plus facile à trouver, c'est là où les gens des fois bloquent, c'est l'argent. L'argent est plus facile à trouver si tu as les 2 premiers. Ouais. Et c'est vrai que commencer par le client, je sais que c'était toujours de base où je me disais, le client, il me donne de l'argent, il croit en mon produit, je peux l'écouter parce qu'il connaît le marché, il me donne ses irritants et il ne me demande pas d'action. Ouais. Bon, on va essayer de vivre avec lui sur le truc. Donc bon, tu fais beaucoup de promesses et en espérant que tu vas y arriver. Mais après, bon, c'est dans l'ADN de l'entrepreneur. De toute façon, il faut qu'on y arrive. Et je me dis toujours, OK, pour avoir l'attraction, faut que ce qui est difficile, c'est le client zéro. Ouais. C'est vrai, hein. Le premier, ouais. Après le 1, 2, 3, 4, 5, qui sont aussi difficiles. 5, tu passes à 10. Mais si tu en as 5. Ouais, il faut arriver à 5. Faut arriver à 5. Parce que tu peux aussi faire ton produit pour un client qui est énorme, mais en fait, tu n'arrives pas à le vendre aux autres, tu vois. Ça m'est arrivé, moi, pendant 2-3 ans. On en parlait juste avant. Tu restes bloqué dans une impasse et tu te dis, merde, merde, j'ai investi énormément d'argent, comment on va faire pour le truc? Mais tu as raison, le client, c'est le plus important. Il faut être le plus proche possible du client. Tu te rappelles quand on a commencé, en tout cas, quand tu nous as vu arriver sur le marché, on nous disait beaucoup, il faut passer par les intégrateurs, les distributeurs, les gens déjà en place, tu vois, et on en parlait juste avant. Mais en fait, non, quand tu disruptes un marché, tu disruptes vraiment un marché. Donc, il faut la jouer pure player, tu vois. Et il faut foncer, il faut tout arracher si tu apportes de la valeur. Non, c'est clair. Moi, j'ai perdu trop de temps au début à écouter les autres, tu vois, pour essayer de bien faire. Parce que chez Coyote, on avait été interdit et ça avait été chaud quand même. Hein. Donc là, j'ai essayé de bien faire, un comité éthique. J'ai essayé de bien faire, écouter les distributeurs. Donc, un des conseils aussi à tous les entrepreneurs, c'est foncer pirate, quoi. On s'en bat les steaks de tout, quoi. En fait, il faut rester dans sa nature, je pense. Il ne faut pas aller contre sa nature. Et puis, tu sais, beaucoup disent suivre son intuition. Mais la vérité, oui, il faut suivre son intuition et il faut surtout faire en sorte que ton intuition ne soit jamais castrée par les nouveaux arrivants. Parce que ça se voit partout, un nouveau DAF qui arrive ou un nouveau et puis d'un coup, la boîte se resserre, se structure, mais d'un coup devient plus sage. Et tu perds ton ADN, là. Mais d'où ça, c'est une très très bonne chose que tu dis ça. Pour pas perdre son ADN, j'ai vu, tu vois, que ton entourage autour de la boîte n'a pas forcément changé là, durant ces années. T'as un noyau dur, hein. Ouais, t'as un noyau dur. Tu le fais exprès de garder ces gens-là autour de toi? Déjà par plaisir. En fait, je trouve que le gisement d'énergie, c'est le kiff. Tu vois. Donc, quand je viens ce matin avec Thibaut, le directeur marketing, c'est un ami d'abord, c'est quelqu'un que je connaissais déjà chez Coyote, c'est quelqu'un qui aujourd'hui, tu prends du plaisir à être tous les jours. Donc, c'est moteur number 1, le plaisir. Ouais, puis il va te dire la vérité, il va pas te peindre les lunettes en bleu. C'est ça, c'est important. C'est super important. Et tu sais comment il se bat aussi. On a de temps en temps des nouvelles figures qui rentrent dans la boîte et beaucoup de déceptions 1 an, 2 ans, 3 ans après, parce que ah ouais, mais tu m'avais dit que tu étais comme ça. Pourquoi tu n'es pas comme ça en vrai? Ah, tu as un problème. Et en fait, tu vois, c'est toujours pareil. Tu es en entreprise comme tu es à la guerre. Et donc, les gens à côté de toi, il faut qu'ils soient costauds et prêts à sauter sur n'importe quelle proie, tu vois. Et donc, du coup, le plaisir et la confiance, c'est des choses qui sont inexplicables, je trouve, à beaucoup de gens qui sont autour de nous. Mais en fait, c'est de notre responsabilité que de le conserver. Parce que si tu ne le fais pas toi, en fait, naturellement, ça va s'éparpiller, tu vois. Donc, il faut faire un noyau dur. Après, il faut faire en sorte que ce noyau dur, il l'essaime, en fait, tout autour dans la boîte, il infuse qui tu es, valeurs, d'où tu viens et où tu veux aller. Et toujours avec... en tout cas, il faut qu'il soit garant de ce fonctionnement, tu vois. Après, forcément que la boîte doit progresser. Et ça se trouve, dans 5, 10 ans, on sera 2000 salariés, etc. Et alors, qu'est-ce que tu t'en fous de payer un mec qui a été là depuis le début, 500 000 balles, qui soit VP de quelque chose, même si les autres ne trouvent pas crédible, tu n'étais pas là quand ça allait pas, toi. Tu vois? Donc moi, je trouve ça crédible. Et en fait, il faut assumer. Tu vois ce que je veux dire? Trop de fois, j'ai essayé d'écouter les autres, tu vois? Mais non, ils étaient là, ces gens-là, quand tu étais au début, quand tu transpirais, quand il fallait aller chercher l'autre qui t'a pas payé en coup de T-Max en bas pour lui dire « Hey mec, tu nous dois 25 ». Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, vous étiez comme ça pour les impayés? Bah, vite fait. Mais tu vois, c'est quand même En fait, il y a un devoir de mémoire quand tu es entrepreneur aussi, tu vois, des gens autour. Évidemment, il ne faut pas que ces gens-là, noyaux... Mais tu n'as pas peur de les petersiser à un moment? En fait, c'est plutôt le théorème de Peter, c'est plutôt la logique de la progression.
se fait par l'évolution de poste et t'es pas à ton poste, justement, t'es pas à ta place quand t'es à un poste truc. Donc, ce que tu dis exactement, c'est le directeur commercial. Mais c'est ça qu'il faut pas faire, en fait. Tu sais que j'ai un pote qui travaille en restructuration. Ouais. Donc, lui, il va quand les boîtes vont très, très mal. Ouais. Et une fois, je faisais la route avec lui. Ouais. Et il faisait ça depuis 15 ans. Et il était le patron des hôpitaux Metz-Nancy. Avant, il était dans la sidérurgie. Bon, Metz-Nancy, déjà. Ouais, c'est la région. Ouais, je déconne. Ouais. Et je lui dis, tu sais, puis moi, je lui dis, mais changer de domaine, c'est pas compliqué et tout. Ouais. Il me dit non. Il me dit, dans 80% des cas, c'est toujours les deux mêmes problèmes. Je lui dis, c'est quoi les deux mêmes problèmes? Il me dit, la première, c'est problématique RH. Tu as les mauvaises personnes au mauvais endroit. Dire qu'en fait, la boîte a 15 ans, et puis au final, les gens, comme tu étais le plus ancien, c'est au mérite en France. On fait monter dans la verticalité. J'ai 50 boîtes. Voilà. Donc, tu deviens chef. Et le deuxième problème, il m'a dit, c'est quand les process internes ne sont plus centrés sur le client. Dire qu'en fait, ils sont centrés sur eux, parce qu'ils se sont mis d'accord et le client n'est plus là. Il me dit, dans 80% des cas, c'est pour ça que les boîtes font faillite. Et du coup, il change ça et ça va mieux derrière. Ouais, et exactement. Ça et il a fait des licornes, j'imagine, ce gars-là. Il a sorti de la merde. C'est vrai, il a boîte. Non, parce qu'en fait, ces gens-là, c'est bien leur prisme de lecture. Mais il ne faut pas oublier que c'est un prisme assez pauvre quand même, parce que tu n'es que dans des boîtes qui sont dans l'échec d'une certaine manière et qui arrivent devant toi. En fait, il y a des milliards de raisons de foirer ta boîte. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Et il n'y a pas de marché, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Donc, moi, ce que je dis souvent à ces gens-là, c'est « Frérot, viens avec nous, le gris, c'est 99% de notre vie. » Donc, tu peux mettre dans des cases plein de choses. En vrai, tu le sais que tu trouves toujours un investisseur de dernière minute pour pouvoir te faire passer les 3 étapes. Tu kills la moitié de tes trucs, tu te sépares de... En fait, il y a tout un tas de choses qui existent. Ce qu'il ne faut pas oublier, je trouve, ce qui fait l'énergie, c'est le plaisir. On en revient à ça, tu vois. Je suis d'accord. Toi, c'est le kiff, pourquoi tu es toujours là? Pourquoi tu es toujours à développer tes jumeaux numériques immenses? Parce que tu vois quelque chose et tu kiffes ce que tu fais. Exactement. Tu t'es déplacé à Dubaï, tu me le vendais tout à l'heure au resto. C'est les mecs ici, ça aspire de ouf et de ça. On sent que tu es possédé, tu vois, positivement parlant. Moi aussi, pareil, je suis possédé par ma techno, je suis possédé par mes trucs. En vrai, c'est pour ça, on revient à la première minute de ce podcast. Choisis ta putain de planche de surf et éclate-toi dessus à trouver une bête de vague, parce qu'il n'y a que comme ça que tu vas réussir finalement à créer quelque chose de long et profond dans ta vie, tu vois. Donc ta planche de surf, tu l'as trouvée? Ouais, moi, planche de surf, j'ai trouvé. Je cherche toujours des vagues. Mais la plus grande vague encore. Ouais, c'est ça la problématique de l'entrepreneur. Il faut se mettre à plein d'endroits. Regarde, les champions du monde de surf, ils vont de temps en temps à Honolulu, de temps en temps là, de temps en temps là. Portugal, exactement. Il faut qu'on arrive ensemble à créer ces gros groupes mondiaux. Tu vois, on n'est pas éduqué là-dedans. On est trop français ou un autre pays. Je sais pas, on pourrait être meilleur en marketing, tu vois, et pouvoir vraiment. Oui, mais parce qu'on a le truc de, tu sais, le côté, l'humilité, la fausse humilité, qui en fait adoucit tes rêves. Alors qu'en fait, tu pourrais être très bien humble, mais avoir des grandes ambitions. On n'est pas obligé de rêver d'Aqua Boulevard pour les vagues. Ah, putain, on peut rêver d'Hawaï. Ah, là, exactement. William, en tout cas, merci beaucoup. Ça a été un ravi de te recevoir aujourd'hui. Il y a encore plein de sujets à évoquer avec toi, mais je pense qu'on en fera un autre ensemble. Presque triste même que ce soit déjà fini, tu vois. Ouais. Mais merci beaucoup. Je te réinviterai avec grand plaisir. Merci, William. Merci, ciao, Naufal.